Bonjour, aujourd'hui comme promis on vous fait la présentation de Tesla Model Y grande autonomie en couleur gris Quicksilver. Donc les présentations des Tesla, il y en a eu des tonnes, en Quicksilver il y en a eu moins. Donc on voulait vous la présenter aujourd'hui donc avec le soleil. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est un gris qui sort, qui est un petit peu moins ordinaire que beaucoup de gris. Et en particulier au niveau des reflets qui sont plus ou moins sombres selon les courbes qu'elle pourrait avoir. Voilà, donc on va faire un petit tour. C'est une peinture que je qualifierais de brillante, enfin de métallisée, elle est métallisée, et suivant l'orientation du soleil, elle peut être jusqu'à avoir des reflets complètement argentés, donc complètement miroir, quasiment miroir. Alors là on est entre deux éclaircies, et on l'aura donc aussi à l'ombre. Aujourd'hui il y aura un peu de vent, j'espère que vous entendrez clairement tout ce qu'on veut vous raconter, notre retour d'expérience. Donc elle a à peu près 2000 km, donc alors on est encore novice dans l'usage de cette voiture électrique, donc on vous fera nos premiers retours d'expérience. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais par précaution, même si cette peinture est censée être d'un peu meilleure qualité, on a quand même posé des garde-boue avant et arrière, ainsi que les protections PPF qui ont fait l'objet d'une vidéo particulière. Voilà, donc sur la partie extérieure, rien qui la distingue d'une autre Model Y. On vous rappelle, les seuls éléments distinctifs entre les long range et les propulsions, ce sont donc les phares anti-brouillard à l'avant, qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on présentera l'avant, et puis c'est tout. Après c'est la sérigraphie sur l'arrière qui précise que la long range est dual moteur. On va commencer simple, on va vous montrer, après c'est des choses que vous avez déjà vues. C'est la partie stockage. Donc la partie coffre arrière est considérée comme importante dans sa catégorie. Donc il y a une grosse capacité d'emport avec également le sous-coffre qui est qui contient, j'ai pas les chiffres en tête. On est autour de la centaine de litres je pense pour le sous-coffre, et autour de 400 litres un peu plus de 400 litres probablement pour la partie coffre, avec cette fameuse plage arrière extrêmement peu pratique, quoi qu'on en dise. Voilà, à manipuler c'est pas fou. Beaucoup la suppriment et en fait ça a peut-être une capacité d'isolation du bruit, mais vous vous rendrez compte qu'une fois que le coffre est fermé, d'un point de vue de la discrétion par rapport à ce qu'on emporte, en fait on voit absolument rien de ce qu'il y a à l'intérieur, en tout cas par temps clair. Voilà pour la partie coffre extérieur. On est sur la version sans option au niveau des roues, donc on est sur les 19 pouces. A noter quand même que le confort sur route, on va dire un peu dégradée, il est correct sans être exceptionnel. Donc voilà, sachant que les pneus sont aussi gonflés à 3 barres, donc on a quand même quelque chose d'assez raide du point de vue du confort. Je vais vous ouvrir le coffre avant, vous l'avez certainement déjà vu. Donc le coffre avant s'ouvre de deux façons, de deux manières différentes, soit avec l'application, mais là on peut pas le faire, on est en train de filmer avec, soit depuis l'application à l'intérieur. Donc voilà, de la même manière ici vous avez probablement encore autour de 80 litres d'un bac qui permet d'emporter des choses peut-être un petit peu moins clean. Voilà, vu qu'il est entièrement plastifié, il n'y a pas de moquette dedans. Et Tesla vous livre un triangle de signalisation de série. Là-bas, c'est le seul élément de maintenance auquel on a accès, à proprement parler, donc c'est le remplissage du liquide lave-glace. Et ici, pour ceux qui se posaient la question, ou qui se posent encore la question de ce qu'est cette étiquette, avec un petit sigle de casque de pompier, c'est l'accès vers un coupe-circuit de la batterie haute tension. Voilà, le capot avant n'est pas électrique du tout. Il est quand même sur des vérins et il est à manipuler avec pas mal de précautions quant à sa fermeture. Alors nous voilà à l'intérieur, donc encore une fois, la seule chose qu'on va faire c'est notre retour d'expérience, parce que là les intérieurs, il y en a des tonnes qui ont été présentés, le nôtre n'est pas différent de beaucoup de ce que vous avez déjà vu.
On a choisi l'intérieur noir, parce que c'était la version sans option, la version plus immédiatement disponible. Ceux qui ont choisi l'intérieur blanc, de ce que j'ai compris, les délais de livraison étaient beaucoup plus élevés. Le nôtre a quand même été de 4 mois, on a commandé en janvier, 20 janvier je crois me souvenir, on a eu la voiture à peu près autour du 20 avril, dans ces eaux-là, donc 4 mois. 4 mois c'est raisonnable, mais c'était quand même long par rapport à ce que d'autres ont connu au mois de mars. C'était long parce que c'était les premières Quicksilver qui a été livrées en version grande autonomie. Les performances Quicksilver, il y en avait déjà eu, mais en grande autonomie, Quicksilver c'était probablement dans les premières, donc elles ont mis un peu de temps à arriver. Mais bon, on n'était pas très pressé. Donc la partie arrière, nous, le retour d'expérience qu'on va vous faire, c'est que c'est très très spacieux par rapport à ce qu'on connaissait. Voilà, on était habitué à une voiture familiale déjà, format break. Là, pour les places arrière, vous avez un espace qui est énorme, espace aux jambes qui est super confortable, avec moyen de s'étendre, enfin c'est chouette. Les fauteuils arrière sont confortables, voilà, raides mais confortables. La place au centre est confortable aussi, excepté peut-être le dossier qui lui est raide, parce que en fait c'est la coudoir, donc la coudoir, bon, il est d'une constitution un petit peu plus raide que le reste. Bon, par rapport à une voiture, alors je ne vais pas parler de standing, mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité d'avoir une trappe à ski à cet endroit-là. Donc voilà, les longues pièces ne peuvent pas être transportées, hormis en rabattant les banquettes. Bon, le rabattage étant trivial, vous avez des boutons qui permettent de rabattre les banquettes. C'est plus ou moins électrique, il y a un bruit un peu électrique dans l'histoire. Je sais pas trop ce qui intervient là-dedans. Mais il y a probablement donc un petit activateur électrique qui débloque les différents niveaux. Donc vous avez 3 niveaux de réglage. Enfin, 2 niveaux de réglage et un qui rabat la banquette. Donc voilà, ce sera la seule possibilité de réglage. On a longtemps cherché l'appui-tête centrale. Alors pour ceux qui le cherchent encore, il y en a bien un, et il se relève. Il permet donc de libérer un petit peu la visibilité au centre qui est réduite. Voilà, pas de fantaisie à l'arrière. Vous avez juste les 2 ports de charge ici. Et à noter qu'il n'y a aucun réglage du débit d'air frais ici, d'air chaud d'ailleurs, enfin, du débit de ventilation. C'est réglé par l'avant. Donc il n'y a pas d'autonomie sur les places arrière. Et dans cette version-là, c'est peut-être pas le cas sur les voitures qui viennent de Shanghai. Sur les places arrière, il n'y a pas d'ouverture manuelle des portes. Donc l'ouverture de secours, probablement présente sur les versions Shanghai, n'est pas présente sur cette version-là. Donc à l'arrière, on ouvre avec le bouton ou on ne sort pas de la voiture. Alors voilà, on est à l'avant. Donc la partie avant, pour ceux qui l'ont déjà vu, pas de surprise. Pour ceux qui la découvrent, ils vont être perturbés parce qu'il y a vraiment pas grand chose à part ce grand écran. Comme dirait ma mère, il n'y a pas de levier de vitesse dans ta voiture, il n'y a pas de moteur parce qu'à l'avant il n'y a rien, à l'arrière il n'y a rien. Et il n'y a pas non plus d'indicateur de vitesse devant le volant. Donc voilà, le parti pris c'est que tout se situe ici sur le grand écran et que tout le reste c'est juste voilà, c'est beaucoup de sobriété. Bon, après à l'usage on s'y fait. On s'est longtemps posé la question, est-ce que on rajoute pas un écran comme beaucoup ont fait ici pour avoir un rappel de la vitesse, un rappel de tout ce dont on pourrait avoir besoin. À l'usage, en fait, on se rend compte qu'on se sert beaucoup de la partie régulation de vitesse et que finalement la vitesse qui s'affiche ici, donc dans cette partie-là, c'est une consigne. Et voilà, on roule à la consigne, donc il n'y a pas on n'est pas en permanence à avoir besoin de savoir à quelle vitesse on roule. Donc c'est tout à fait, finalement, on s'adapte. C'est peut-être pas parfait, mais on s'adapte. Donc on a fait pas mal de trajets autoroutiers avec cette voiture. Voilà, elle a à peu près 2000 km et on a fait probablement plus de la moitié, les 2 tiers en trajet autoroutier. Et là, ça vous affiche la consommation moyenne par kilomètre. Donc là, 186 Wh par kilomètre ou 18,6
kWh au 100 km. Donc c'est une consommation qui est quand même relativement raisonnable. On a fait sur autoroute, évidemment on consomme plus, sur petite route évidemment on consomme moins, mais globalement c'était une de nos inquiétudes. Est-ce qu'on peut envisager des trajets relativement longs en voiture électrique? Finalement oui, et sans aucun problème. Voilà, donc après il n'y a pas grand chose d'autre à dire, probablement quelques points qui tiennent du jusqu'au boutisme, hein, pas de bouton pour ouvrir le vide-poche. Bon, là quand même c'est un petit peu extrême. La version minimaliste des Komodo, bon après on s'y fait et ça fonctionne. En fait, au niveau des commandes, on s'habitue bien. À l'usage, on s'habitue franchement bien. On se bat pour pouvoir la conduire, donc c'est plutôt bon signe. Je vais vous montrer un point qui peut être méconnu si on lit pas la notice en entier. Donc là sur la partie portière vous avez l'ouverture, donc c'est le bouton d'ouverture, vous n'avez pas de... Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre la voiture. Et ici vous avez l'ouverture de secours. Et l'ouverture de secours, si vous avez une coupure de courant, parce que ça sert à ça, il se peut très bien que la vitre ne s'ouvre pas. Et auquel cas, vous arriverez à ouvrir votre portière, mais avec un risque de dégradation de la vitre, en forçant un peu. Donc voilà, faut éviter de s'en servir dans la mesure du possible. Donc c'est ce bouton-là qui doit servir au quotidien. Alors là, je vous mets en position à peu près rétroviseur. Donc pour vous montrer ce qu'on voit lorsque l'on regarde dans le rétro, donc on voit rien, assez clairement. La visibilité arrière est réduite à son strict minimum et on comprend pourquoi il y a certains constructeurs qui se disent carrément enlever la lunette arrière. Elle présente très peu d'intérêt. J'en profite que vous ayez cette vision pour vous montrer la vue du toit vitré. Donc voilà, c'est un magnifique toit vitré qui offre, alors c'est surtout à l'arrière qu'on le voit, mais une super belle visibilité. Et ça fait partie des éléments notables de la voiture. Il n'y a pas la barre au milieu comme vous avez sur le modèle 3. Donc voilà, ça donne encore plus d'espace. Ce toit vitré, il va nous chauffer la tête, je pense, cet été. Donc il y en a pas mal qui envisagent qui mettent des pare-soleil dessus. Donc là, évidemment, vous le voyez, il n'y a pas de système de rideau occultant. Donc tous les pare-soleil, c'est forcément de la prévente et c'est un peu bricolage. Bon, voilà, c'est un petit peu triste, un petit peu cheap peut-être. Ça aurait été apprécié de pouvoir occulter ce toit vitré. En hiver, ça apporte de la chaleur à la voiture. En été, ça va surchauffer la voiture. Voilà. Après, sur l'aspect des caméras, donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette. Donc on est sur un véhicule qui est sorti, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, des usines probablement en février-mars. Donc bien entendu, il n'y a plus les capteurs de stationnement. Donc on bénéficie comme beaucoup d'un magnifique Tesla Vision globalement inutilisable, inutile. Donc ça veut dire que pour stationner, vous devez faire confiance à vos rétros, à vos caméras, etc. Donc voilà, on est un peu en sursis quand même sur le fait d'aller toucher à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. Sachant que le gabarit est quand même impressionnant, que la visibilité, en fait voilà, on est haut, donc on a du mal à voir les parties basses de la voiture. Donc voilà, c'est un risque et on sait qu'on doit vivre avec. Pas grand chose à dire, donc sur les caméras, elles sont de bonne qualité. On sait que ça c'est la caméra vue de recul, ça c'est les deux caméras latérales qui regardent sur l'arrière aussi. Voilà, normalement en se servant de ça, plus du semblant de Tesla Vision, plus des rétroviseurs, il y a quand même moyen de se débrouiller. La partie sensible, c'est vraiment la vue avant, où là vous n'avez pas de caméra, vous n'avez pas de capteur, vous n'avez rien. Donc voilà, le pare-choc, les ailes sont en risque. Voilà, pour faire à peu près le tour de ce qu'on a pu expérimenter sur ce véhicule. Voilà, tout fonctionne, on n'a pas de soucis particuliers. Il y a pas mal de polémiques autour de la gestion des phares en automatique. Donc effectivement, quand vous roulez, les phares sont automatiques.
ils se mettent en plein phare automatiquement, vous avez peu la main dessus, surtout quand vous êtes en autopilote. Bon bah là effectivement ils vont être précautionneux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se mettre en plein phare, puis à se remettre en feu de croisement lorsque il y a un panneau réfléchissant qui pourrait faire croire que c'est une voiture qui vient en face. Donc voilà, ils vont être sensibles à ce niveau-là. Pareil, les essuie-glaces à certains moments vont être sensibles, en particulier fin de journée. Si vous avez le pare-brise un peu moucheté d'insectes, bah là il va confondre les mouchetés d'insectes avec de la pluie et il va pouvoir être amené à se mettre en marche. Voilà, mais c'est pas non plus c'est pas gênant. Et également dans les points qui sont souvent remontés et qui ne nous ont pas fait souffrir tant que ça, c'est tout ce qui est freinage fantôme lorsque vous êtes en autopilote. C'est arrivé, il y en a eu certains sur ces 2000 km, on en a eu certains. C'est peu fréquent et c'est souvent, on va presque dire, compréhensible. Dans sa position, c'est un freinage fantôme de précaution dans une situation où elle n'est pas capable de déterminer la suite des événements. Voilà, donc bon, il n'y a rien de très gênant, il suffit de l'anticiper un tout petit peu, c'est-à-dire pas s'endormir complètement au volant, ce qui est quand même une tendance. Voilà, on se laisse bercer par les automatisations de pilotage. Et donc voilà, il faut quand même savoir qu'on doit rester aux commandes de la voiture. Voilà, donc pour notre retour d'expérience, il y avait beaucoup de doutes quand on l'a acheté. Ils ont été levés lorsqu'on l'a essayé, en grande partie. À l'usage, c'est un vrai plaisir de rouler avec ce type de véhicule. C'est sûr, c'est confortable, c'est puissant, c'est fonctionnel. Ça nous amène, on a l'impression que ça peut nous amener loin. Le confort à l'intérieur, le confort des sièges est notable, en particulier à l'avant. Le confort des suspensions est discutable, en particulier sur les routes dégradées, mais on l'a dit tout à l'heure, en fait on a une puissance alors qui n'est pas annoncée, mais on se doute être autour des 350 chevaux au moins. Donc voilà, un véhicule qu'on amène dans ses puissances, il faut qu'elle ait une tenue de route un peu plus sérieuse qu'une Twingo. Donc voilà, les suspensions sont raides, un peu très sautantes sur les routes dégradées. Mais bon voilà, les routes dégradées, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas tout le temps et on n'y roule pas vite. Par contre, dès qu'on est sur autoroute, c'est parfait. Voilà. Donc c'était un petit peu en guise de conclusion notre retour d'expérience. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, en tout cas, ou des questions à poser, ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Merci et bonne journée.